L'exposition, elle s'intéresse à ce phénomène de l'affiche en couleur de grand format, dont l'âge d'or démarre dans les années 1840 avec un certain nombre d'initiatives, aboutit à cette explosion de la lithographie en couleur qui va durer jusqu'avant la Première Guerre mondiale, pendant laquelle on passe à des phénomènes, les affiches ne disparaissent pas, mais on passe à des phénomènes un peu différents, à la fois dans l'esprit et dans l'esthétique de ce qui est proposé. Donc c'est exactement la période du musée d'Orsay. On s'est intéressé à l'affiche en tant que véritable phénomène de société, qu'il s'agisse des aspects urbains, artistiques, techniques, mais aussi économiques et politiques. Le parcours raconte comment l'invention de l'affiche artistique en couleur a donné naissance à un moyen de communication de masse, mis au service du commerce, des spectacles et puis bientôt de la politique. Le spectateur pourra s'emparer de cette vision de la rue de Paris grâce aux photographies de Jeanne Adger notamment, mais aussi de l'Union photographique française où on expose des photographies qui permettent de rendre compte de certains pignons de mur un peu saturés. Également les autochromes qui sont les premières représentations de Paris en couleur. Un tableau montrant deux passants, un couple relativement bourgeois dans une rue s'arrêtant devant un mur d'affiches où on reconnaît très clairement certaines affiches, notamment de Jules Chéret. Les affiches qu'on montre dans l'exposition sont en bon état de conservation, donc on n'a pas cette dégradation naturelle de l'affiche dans la rue telle que les contemporains pouvaient la voir. Donc on a ces documents qui montrent cette réalité pour nos visiteurs. Et puis, on a des principes d'accrochage où parfois on ménage des espaces de contemplation esthétique et des espaces où on a volontairement un peu plus resserré les choses pour que cette densité et parfois même cette limite de la cacophonie visuelle soit perceptible par le visiteur. Ce qui est un exercice particulier parce que c'est a priori ce qu'on essaye d'éviter dans une exposition. Cependant, pour celle-là, pour le sens qu'on voulait lui donner, il a été nécessaire de s'y livrer un peu, ce qui est d'ailleurs assez intéressant aussi. Ces affiches, elles ont été conçues pour être vues dans la lumière crue du jour. Ce sont des commentaires qu'on peut lire à l'époque. Et le scénographe s'est emparé de cette question et a conçu différentes ambiances urbaines qui permettent aux visiteurs de s'immerger dans cet univers parisien avec aussi des éclairages différents qui montrent les différents moments d'une journée. Et puis, le visiteur pourra aussi déambuler à travers des passages immersifs qui restituent l'atmosphère de Paris à la fin du siècle, l'atmosphère visuelle mais aussi sonore à partir d'extraits de chansons de Bruant, de lectures de romans de Zola, etc. Et tout au long du parcours, les œuvres montrent comment les artistes se sont emparés de ce nouveau média qui est devenu un véritable champ d'expérimentation artistique. Effectivement, je pense que la notion de champ d'expérimentation qui est autorisée par l'affiche aux artistes a certainement été quelque chose de fécond dans la construction de leur carrière artistique. De jeunes artistes, à la suite de Chéret, se sont emparés de l'affiche. Ils ont bien compris que ce nouveau médium pouvait être assimilé à de l'art et on pouvait aussi se faire un nom grâce à l'affiche. Bonnard, par exemple, est le premier, en 1891, à réaliser une affiche pour une marque de champagne, France Champagne. Et dans la même année, Toulouse-Lautrec réalise Moulin Rouge, La Goulue. Ils ont tous moins de 30 ans. Alors, ils ont des formations académiques de peintres,
Ils viennent peut-être s'encanailler avec l'affiche, mais il faut bien avoir conscience qu'ils sont jeunes et qu'ils ont envie de gagner leur vie. Donc c'est l'affiche, il y a un commanditaire qui va payer l'imprimeur, mais payer aussi l'illustrateur, celui qui va inventer le motif. Donc ils sont tout de suite payés. Alors, ça n'est pas le seul lieu où cette expérimentation sera possible et le seul, je dirais, lieu de rencontre avec une différence de pratique qui, au final, se révèle féconde dans leur propre champ disciplinaire de la peinture. Mais c'en est un lieu privilégié. C'est une des choses qu'on montre dans l'exposition. On rappelle, par exemple, que le peintre Seurat avait une collection d'affiches, avec beaucoup d'affiches, notamment de Jules Chéret, mais pas exclusivement. Il y voyait quelque chose qui avait du sens pour lui, quand bien même, clairement, entre l'esthétique de Seurat et celle de Chéret, on ne parle pas de la même chose, on s'en rend bien compte en les voyant, mais ça permettait, ça provoquait vraisemblablement chez Seurat quelque chose qui lui permettait de, un petit jalon dans sa propre évolution qui effectivement est beaucoup plus large que ça. L'exposition pose la question de l'impact de ces affiches, de ces images multiples qui sont exposées aux yeux de tous dans l'espace public. On assiste au cours de la seconde moitié du 19e siècle à une inflation sans précédent des images. C'est un véritable phénomène de société. Les affiches prolifèrent à tel point que Charles Baudelaire note dans ses carnets intimes « immense nausée des affiches ». Donc, il y a vraiment une rupture à ce moment-là, un phénomène fondateur dans l'histoire des sociétés contemporaines. On montre près de 150 affiches au total, qui sont pour la plupart conservées à la Bibliothèque nationale de France. Grâce au dépôt légal imprimeur, la bibliothèque conserve ce qui normalement aurait dû être détruit. L'affiche est par essence éphémère. Mais nous avons à la Bibliothèque nationale de France un ensemble gigantesque puisque la collection, elle est à peu près évaluée à 300 000 affiches de tous les formats. Alors, bien évidemment, il y a le dépôt légal, mais également il y a des dons qui ont été faits régulièrement à la bibliothèque et puis des acquisitions. La couleur apparaît avec la lithographie. La lithographie est une technique mise au point à la fin du XVIIIe siècle par Alois Schennefelder et cette technique permet d'imprimer en masse des affiches illustrées en couleur. L'exposition va nous permettre d'apprécier la qualité de ces couleurs qui sont extrêmement fraîches. Cette qualité de couleur qui frappe les contemporains lorsque ça monte en puissance dans les années, je dirais, 1860, où on a ces rouges extrêmement francs, ces couleurs, alors pas seulement des couleurs primaires, mais en particulier les couleurs primaires qui marquent beaucoup, un rouge très vif, les jaunes, des bleus, tout un camailleux de bleu qui est possible. Ce qui permet aussi aux artistes, notamment aux artistes peintres qui s'intéressent à cette question de l'affiche, de trouver une technique qui est apte probablement à traduire le niveau d'exigence qu'ils ont dans la dimension esthétique proprement de la production d'affiches. À l'époque, des critiques d'art ont parlé de cet art de la rue en voyant les affiches de Chéret. Une affiche qui peut paraître banale puisque finalement l'affiche est éphémère, c'est une feuille sur du papier qui n'est pas de très bonne qualité puisqu'elle a vocation à être déchirée, soumise aux intempéries et remplacée par une nouvelle annonce. L'un des enjeux très importants en cette fin du 19e siècle, c'est l'art social. Donc l'affiche s'est vraiment trouvée au cœur de cette question. Elle se propage dans la rue et un certain nombre d'artistes, mais aussi de critiques d'art, y ont vu un moyen de mettre un art à la portée de tous. Lautrec
n'a fait que 31 affiches, mais elles ont révolutionné l'esthétique. Il a inventé une manière de faire, et je pense à sa première affiche, Moulin Rouge, la Goulue, 1891, et tout est déjà mis en place. Les aplats, les personnages tronqués, un peu à la manière de Degas tant admiré par Toulouse-Lautrec. La Goulue retrousse son jupon et on voit ce jupon en réserve, c'est-à-dire qu'il est blanc. Il n'y a pas eu de couleur, c'est le blanc du papier, c'est ce qu'on appelle la réserve. Et Toulouse-Lautrec montre également l'humanité des personnages. La Goulue, c'est la Goulue, on la reconnaît bien. Les petites femmes de Chéret, ce sont des femmes qui n'existent pas finalement. Ce sont des allégories, des chérettes, dira-t-on, très légères, virevoltantes, joyeuses. Là, on est dans autre chose avec Toulouse-Lautrec. On est dans Valentin le Désossé, qu'on voit au premier plan. Et puis, en arrière-fond, une haie de spectateurs en noir, en ombre chinoise, qui rappelle également les spectacles du Chat Noir. Mais dans ces ombres chinoises, on aperçoit Jeanne Avril, qui était la grande amie de Toulouse-Lautrec, danseuse elle aussi, son cousin. Pour moi, cette affiche est extrêmement vivante et extrêmement émouvante. Et Toulouse-Lautrec réalise sa première affiche et il met toute son âme. L'affiche de la Belle Jardinière est vraiment fascinante. La Belle Jardinière, c'est une enseigne qui a été créée en 1824, qui se trouve à l'époque sur l'île de la Cité, près du marché aux fleurs, et qui est spécialisée dans la confection masculine, qui est à ce moment-là en plein essor. Et l'affiche est très, très ancienne, elle date de 1849. Donc l'enseigne a décidé d'utiliser un moyen tout à fait nouveau pour faire sa publicité, puisque ce sont les toutes premières affiches en couleur conçues pour l'extérieur et qui sont donc sorties de l'imprimerie de Jean-Alexis Rouchon. Et on voit comment l'architecture est convoquée pour mettre en scène de nouvelles manières de consommer. On voit dans la représentation la clientèle se déployer dans une architecture très, très aérienne, très lumineuse, où le vert est très présent. Le vert est un signe de modernité. Et donc, on voit comment l'architecture permet ici de spectaculariser le commerce et cette nouvelle culture de consommation. Alors moi, j'ai choisi de vous parler d'une affiche d'une femme affichiste, Jeanne Hatché, qui est une jeune artiste à l'époque, qui produit une affiche pour les papiers à cigarettes Job. Elle se frotte à cet exercice alors que la maison Job a un dispositif publicitaire assez ambitieux, donc a déjà fait appel notamment au grand maître qu'est Jules Chéret et fait appel dans les mêmes années à Alphonse Mucha. Et là, Jeanne Hatché propose une affiche intéressante avec une figure de femme fumant, alors qui est assez différente de ce que on n'ose pas dire collègues, ont proposé. C'est une femme dans une démarche d'introspection, très dignement installée, qui est manifestement perdue dans ses pensées, qui ont l'air de tournoyer comme tournoie la fumée de la cigarette qu'elle fume. Et puis pour les sensibilités contemporaines, évidemment, on n'en voit plus. Ça, ce sont des affiches qu'on voit plus, les affiches pour les produits du tabac, puisque ça pousse aussi à la réflexion sur ce pourquoi on accepte de voir de la publicité, des images publicitaires ou pas au sein de nos sociétés.